Yo, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et un excellent week-end. Et aujourd'hui, je ne suis pas avec Joyce, je suis avec Raph. Salut Raph, comment ça va? Salut tout le monde, salut Quentin. Raph qui nous accompagne aujourd'hui pour une séance de questions et réponses. On va répondre à toutes vos questions par rapport à... Ça peut être surtout et n'importe quoi autour de WeWeb, hein, donc que ce soit la roadmap, le pricing, euh, ou si vous avez des questions sur le futur de WeWeb en général. Et on va commencer. Ouais, salut tout le monde. Salut Joyce. Je vois que Joyce est dans le chat. Nice. Salut Jess. Salut Tanguy. Salut Il faut couper Célia. les cheveux Salut depuis, Julien. c'est bien. Salut Xavier. Oui, il y a le patron, exactement. Le CEO Salut est là. Xavier, bien sûr. Et du coup, Raph va répondre à toutes vos questions. Et je pense qu'on va commencer juste peut-être par une petite explication du nouveau pricing qui va arriver Ouais, demain, si je ne me trompe. exact, ouais. Et Bah, ben le floor is allons-y, yours, du coup. c'est parti. Je suis ravi d'être là, merci Quentin. Et ouais, donc comme il disait, hein, n'hésitez pas à poser plein de questions qui ne sont pas forcément liées à notre actualité. Si vous avez d'autres questions, bah, on est là pour ça. Mais donc ouais, je commence rapidement par le pricing et puis ensuite on prend vos questions au fur et à mesure. Donc on a fait une annonce mercredi dernier soir pour annoncer notre nouveau pricing qui effectivement sortira, qui sera effectif à partir de mardi. Donc en gros, mardi matin, il va y avoir une bonne mise en prod. Donc il y a deux choses qui vont partir en prod très importantes. La première, c'est que les performances de l'éditeur vont être vachement améliorées. Ça fait un bon gros mois qu'on teste ça, enfin que c'est en staging chez nous qu'on teste, et ça devrait être assez génial. Enfin, normalement, vos éditeurs vont être beaucoup plus fluides quand vous allez bosser dans WeWeb, donc ça c'est cool. Et le deuxième gros changement, c'est le pricing. Et alors en fait, enfin, on m'a déjà posé la question plusieurs fois, mais c'était prévu depuis longtemps qu'on fasse ce changement de pricing là en avril. Simplement, effectivement, c'est tombé concomitamment avec l'annonce de Bubble. Donc on a quand même profité pour faire un gros changement. Et donc pour moi, enfin, par rapport à ce qu'on avait prévu, on a fait enfin, un ajout supplémentaire, je dirais. Et pour nous, pour toute l'équipe, on pense que c'est un des ajouts les plus importants qu'on ait fait jusqu'à maintenant. C'est qu'on donne l'accès au code à tous nos utilisateurs à partir du moment où ils ont un plan yearly. Donc ça, c'est venu parce que effectivement, comme vous, on regardait tout ce qui se passait autour du pricing de Bubble et on a vu que le sujet principal, au fond, c'était finalement le vendor lock-in. C'est se dire, OK, j'ai choisi un éditeur, mais maintenant, je me sens complètement locké dedans et il m'augmente les prix alors que moi, j'avais prévu un business model euh, basé sur des prix, sur les prix d'avant. Donc, je me sens locké. Et nous, on s'est dit, bon, bah, on avait prévu de longue date qu'à un moment donné, on donnerait accès au code à tout le monde. Aujourd'hui, c'était prévu plutôt pour nos clients enterprise, parce qu'on était encore en train de faire des itérations sur cette fonctionnalité, des améliorations, etc. On a mis beaucoup de temps aussi à développer. Et donc ça Mhm. a un peu accéléré le processus. C'est ce qui fait que la première grande nouvelle, c'est que maintenant, tous nos utilisateurs, à partir du moment où ils ont un plan yearly sur leur projet, ils pourront avoir accès au code. Et donc ce code, il sera soit compilé, soit décompilé. Ce qui fait que quand vous avez accès au code décompilé, là, pour le coup, vous avez vraiment votre app en Vue.js et vous pourrez voir le HTML, CSS, JavaScript, faire des modifications si vous voulez. Et ensuite, ce code, vous pouvez le builder sur votre propre infrastructure et le déployer sur votre infra. Donc, c'est assez... Alors, juste pour expliquer les concepts de le code tel qu'il est, tel que le disait Raph, exporté, c'est vraiment une app Vue.js, donc c'est un framework open source JavaScript, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, ce genre de framework, en fait, n'est pas compris par le navigateur de l'utilisateur, donc il faut construire une application en JS, en pur JS à partir de ça. C'est ce qu'on appelle build. Et en vrai, tout le monde fait ça, hein, que ce soit en code ou en no-code. Quand vous utilisez une appli WeWeb ou une appli, ça peut être n'importe quel autre outil, ou même quand quelqu'un dev une application, il faut passer par une étape de build où le code va être interprété et vraiment être minimisé. Et ça va être que du vanilla JavaScript, comme on dit. Et ça, du coup, vous avez l'option aussi de le faire vous-même chez vos hébergeurs, ou de mémoire, on peut aussi le proposer sur des plans plus avancés, si je ne me trompe pas. Non, en fait, nous, Ou enfin, on le on donne fait la aussi. commande. Ouais. En fait, on donne la Ok. commande. Dans la On doc, donne la commande, ok. on donne la commande pour le build. Et donc, enfin, voilà, c'est pas compliqué à faire. Et J'ai pas lu effectivement, la nouvelle doc, ça ouais, m'apprendra. ouais. Bah, c'est dans la doc. Enfin, je pense que c'est sur la partie sur GitHub qui était réservée aux gens enfin, aux clients enterprise. Et donc, alors effectivement, donc l'intérêt de ça, c'est, enfin, aujourd'hui, nos clients qui utilisent cette fonctionnalité, ils sont encore nos clients. Ils n'ont pas décidé de partir.
Simplement, ils avaient des besoins techniques qui faisaient qu'ils devaient héberger chez eux. Soit parce qu'ils avaient beaucoup de visiteurs monthly. Donc, on en a qui ont 1 million, 2 millions de visiteurs monthly. Donc là, nous, c'est des choses où généralement on les invite à passer sur le plan, enfin, sur du self-hosting. Sauf s'ils peuvent vraiment pas, mais quand ils en arrivent à ces montants-là de monthly visitors, bon, généralement, ils ont une équipe de DevOps et ils peuvent le faire eux-mêmes et souvent ils préfèrent. Comme ça, ils maîtrisent leur prod. D'autres clients, c'est parce qu'ils ont des besoins techniques complexes. Généralement, ils ont des prérequis techniques de sécurité très avancés et ils ont besoin de gérer leur prod par eux-mêmes. Et donc, ils utilisent le code. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent WeWeb en SaaS pour vraiment construire, faire des modifications sur leur front. Et ensuite, ils exportent leur code et ils le déploient chez eux. Alors, ça, ouais, J'en vas-y. profite parce qu'on a déjà des questions, notamment sur l'export, Yes. concernant les API de l'intégration externe du back-end. Je suis pas sûr de comprendre, mais le fait de se connecter à un back-end, c'est ça? Pour l'export? Surtout alors je pense que Ouais. ça mélange plusieurs trucs. C'est, les outils, les plugins externes et l'autant. L'autant, c'est un Ouais. bon point, ouais. Alors, je peux expliquer ça rapidement, mais donc en fait, comment ça marche? Alors effectivement, c'est une très bonne question parce que ça, c'est du back. Et donc, on pourrait se dire, OK, oui, web, je peux exporter le front. Mais alors là, du coup, c'est là où c'est assez intéressant. C'est que donc, tu vas pouvoir exporter le front-end de ton appli, mais tu vas aussi avoir accès donc, à un repo sur GitHub sur lequel il y a un serveur en Node.js qu'on appelle le WeWeb Server. Et ce WeWeb Server contient les plugins d'authentification. Et ce WeWeb Server, tu peux le prendre sur GitHub et le déployer sur ta propre infra. Ensuite, elle aura, enfin, tu la mets avec un nom de domaine, disons, une URL sur une URL. Cette URL, tu la rapportes dans ton éditeur, dans WeWeb. Tu dis, bon, bah, OK, mon serveur d'authentification, il est à telle adresse. Donc ça se paramètre dans le workspace. Et ensuite, donc, tu visuellement programmes ton application. Et ce qui est génial, c'est que du coup, nous, automatiquement, on va modifier l'URL dans le code pour que quand tu déploies ton front-end, ça pointe directement là où toi, tu as déployé ton serveur. Mmh. Ce qui fait que ton authentification va fonctionner. Et le truc pas mal, c'est que ce serveur d'authent, il est soit en SaaS, soit tu le déploies chez toi on-prem. C'est vraiment de l'on-premise, là, pour le coup. Et nous, ce serveur d'authent sur GitHub, on le met à jour. Et ce qui fait que toi, si jamais demain, par exemple, on développe un nouveau plugin d'authentification et tu aimerais l'utiliser, typiquement, on est en train de bosser sur Azure, tu te dis, OK, bah, j'ai besoin d'avoir l'authentification avec Azure. Et ben, tu vas chercher la dernière version sur GitHub et tu la redéploies sur ton infra. Donc, ce qui fait qu'effectivement, l'app que tu vas pouvoir exporter avec WeWeb, elle est complète et tu vas pouvoir l'utiliser en production chez toi sans plus jamais dépendre de nous. Parce qu'elle va vraiment taper sur ton serveur que tu auras déployé sur ton infra. Et le front, lui, il va vivre avec le serveur et donc tu vis complètement en autonomie sur ta propre infrastructure. J'y pense juste, n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau de la terminologie, parce qu'on utilise beaucoup de termes anglais, peut-être un peu obscurs pour certains, notamment par exemple on-premise, je sais pas si ça parle à tout le monde. Comment tu pourrais résumer ça d'ailleurs? C'est le fait d'héberger une Sur app ton chez soi, infra. quoi. Ouais, voilà. Ouais, sur ton infra au final. Ouais. Donc s'il y a des termes que vous comprenez pas, n'hésitez pas. On est là pour vous expliquer tout ça, il y a pas de problème. Juste, j'en profite pour terminer Ouais, la nouvelle vas-y. orga du pricing, puis après on continue à prendre les questions si ça te va. Mais donc voilà, Mmh. ça c'est le premier point qui est super important. Le deuxième gros changement qu'on a fait, c'est que maintenant, les pricing sont un peu plus granulaires et donc on va pouvoir, choisir, le nombre d'utilisateurs qu'on veut avoir sur son workspace. Donc finalement, le nombre de membres sur son workspace qui vont pouvoir venir éditer, collaborer avec vous, pour construire votre app et le nombre de projets. Aujourd'hui, c'était quand même assez limité parce que, en gros, vous pouviez souscrire à un plan starter ou scale. Le plan starter vous donnait le droit juste à publier votre appli avec certaines limitations et le plan scale vous permettait de publier votre appli avec toutes les fonctionnalités et vous aviez droit à 3 membres inclus. Si vous vouliez plus de membres et plus de projets, là, il fallait passer par nous. Donc, c'était quand même assez limitant. Ouais, voilà, Je merci, l'ai là. parfait. Génial. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a décidé de créer un pricing un peu plus granulaire qui vous donne le choix et ce qui fait que ça nous a permis de baisser finalement le prix par projet. Puisque le scale, vous voyez, il passe de 249 monthly à 179 monthly, où il était à Mmh. 199 yearly et 149 yearly maintenant. Parce qu'en fait, on a soustrait les membres.
Et les membres, ça, vous pouvez du coup y souscrire via les plans Workspace, voilà, exactement. Et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Alors, il y a une limite de 9 en business. Au-delà de 9, là, on passe en enterprise et c'est très rare. On n'a pas beaucoup de clients qui ont plus que 10 utilisateurs finalement dans WeWeb. Donc, on pense que c'est assez large. Voilà. Et donc, en fait, c'est un pricing matriciel, un peu à la Webflow, qui vous donne un peu plus le choix. Et ce qui fait que C'est on a ça, aussi le plan starter qui baisse vachement, qui passe de 79 monthly à 49 monthly. Parce qu'il inclut un peu moins de choses que ce qu'il avait actuellement. Donc voilà, J'en l'idée. profite pour vous Ouais, renvoyer, vas-y. pardon, juste le lien de l'annonce dans Ouais, le très bien. chat. Comme ça, vous aurez tout résumé avec toutes les petites subtilités, parce qu'on va pas pouvoir repasser sur tout, notamment le plan agence aussi, qui va Ouais, peut-être en intéresser certains. ouais, Mais il y a plein de choses qui sont expliquées dans cet article, donc n'hésitez pas à le lire. ouais. Hop, Voilà. j'arrête le partage, je retourne sur le stream. Alors, est-ce qu'on a des questions? Xavier, forcément, qui nous demande ce qu'il y aura dans la mise à Mmh. jour de demain. Voilà, donc alors comme je disais, il y a les améliorations des performances de l'éditeur. Ça va être vraiment cool. Normalement, ça va être beaucoup plus fluide pour vous de construire votre éditeur, surtout quand vous avez déjà dû l'expérimenter pour certains d'entre vous, quand vous avez des pages qui commencent à être un peu chargées. Elles sont lentes à charger et pour vous, quand vous déplacez votre curseur un peu partout sur la page, c'est un peu moins fluide. Donc normalement, on a fait beaucoup d'améliorations ces derniers mois. Là, c'était un gros boulot pour que l'expérience soit beaucoup plus fluide. Ensuite, il y a le nouveau pricing et Mmh. il va y avoir quelques petites surprises côté copilote pour certains qui ont l'accès en bêta. Alors, je crois qu'il y en a certains d'entre vous là, qui sont dans le chat qui ont Je accès. crois que la plupart des gens dans le chat ont accès Ont accès ou tant mieux, c'est ou vont parfait. avoir accès bientôt, Bon, parce bah, que je c'est crois que tout le cool. monde a fait la demande. Ok, c'est Ouais, bien. il y a des trucs assez sympas. Petit teasing, pour que les questions pour la doc prennent en compte les questions précédentes. Donc ça, vous allez pouvoir poser des questions par rapport aux réponses que vous a donné le bot. Et on a amélioré la génération des éléments aussi. Et autres nouveautés, mais ça, je pense qu'on en fera un live aussi semaine prochaine avec Joyce. Ouais. Et Tanguy, je vois que tu n'as pas accès et que tu as l'air très énervé. Écoute, Tu donnes ton mail et je vais t'envoyer la page de copilote et on va te rajouter dans le prochain batch. Alors, il faut s'inscrire sur cette page et on va te donner accès très bientôt parce qu'on est en train de rajouter des gens avec Joyce dans les accès à copilote. Et spécial dédicace à Aurélie pour les perfs, oui, de ouf. Aurélie a travaillé énormément sur les performances et il y aura des gros changements là-dessus, notamment pour les grosses applications. Donc ça va être pas mal. Tu es très gentiment énervé, Tanguy, tant mieux. T'inquiète, tu auras accès. Et on a une autre question concernant la limite des plugins. Oui, c'est un sujet qui revient souvent, notamment sur Twitter aussi. Est-ce que cela concerne tous les plugins? Car ça peut vite nous limiter, même pour une app simple. ouais, alors pour l'instant, ça concerne tous les plugins. Effectivement, on a bien on a bien pris en compte les feedbacks et on pense que donc il faut qu'on en reparle en interne parce qu'il y a un gros sujet technique derrière. Mais on pense qu'il y a certains plugins qu'on va sortir du compte. Mm. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cité le plugin Date par exemple, et en fait on est d'accord avec vous, même en interne souvent on s'est dit mais attends, est-ce que c'est un plugin, est-ce qu'on le met à tous les projets, etc. Et en fait la logique technique derrière c'est qu'on veut pas mettre tous les plugins un peu basiques comme ça, comme Date, à tous les projets, parce que plus on rajoute de plugins, plus le code plus il y a de code. Et Il est plus il y a lourd, de ouais. code, moins l'app est performante. Mm. Et donc en fait on veut vous laisser le choix. Mais le plugin de Date, pour le coup, il devrait certainement pas compter. Après, nous, on est plutôt parti du principe de se dire, alors souvent j'ai vu des gens mentionner par exemple, bon, bah, imaginons j'ai Supabase, Supabase Auth, Chart.js et Stripe, franchement je peux rien construire avec ça. Bon, nous on dit c'est pas vrai, enfin, si vous avez tout ça, vous pouvez faire une app quand même sacrément complète. Et si vous avez besoin de plus que ça, c'est qu'il y a certainement un certain niveau de complexité Mm. derrière tout ça, ou c'est que nous on apporte beaucoup de valeur. Et donc, on a longtemps hésité sur où mettre le curseur sur la limite de plugin. Et on est parti à 4. En fait, on s'est basé finalement Mm. concrètement sur tous nos clients actuels. Mm. Et on a pris la médiane de nos clients en starter et en scale. Et donc, on est parti jusque 4. Et donc, jusque 4, normalement, ça devrait couvrir
Enfin, ça va Ouais. couvrir quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et après, s'il y a besoin de plus, bon, bah, on considère que vous faites une app un peu complexe. Et là, l'idéal pour nous, c'est de passer sur le plan d'après. Ce qui fait que ça nous permet d'un peu de nous rémunérer et de financer aussi plus facilement hein, les gens qui sont sur des projets plus C'est ça, ouais. légers, qui nous rapportent beaucoup moins d'argent. Parce que si on donne par exemple tous les plugins illimités en starter, bon, bah, on va peut-être avoir 5% de notre customer base qui va passer sur le scale. Et là, en fait, l'entreprise devient plus viable. Et en fait, comme dans la plupart des SaaS, souvent, c'est ceux qui sont capables de payer les plans les plus élevés qui financent Ouais. finalement l'accès par les plans les plus petits. Donc, c'est un peu un calcul Sioux statistique qu'on a fait. Mais voilà, c'est pas dit qu'on revienne pas dessus si on se rend compte que ça crée beaucoup de frustration et ça vous empêche de construire. Mais le sentiment qu'on avait, c'est qu'avec 4 plugins, normalement, vous pouvez déjà faire une On app peut faire des choses, assez ouais. poussée, enfin jusqu'au MVP, vous pouvez le pousser assez loin. Et puis ensuite, si vous avez besoin de construire plus, là, ce qu'on espère, c'est que vous passiez sur un plan scale pour nous aider à faire grandir la boîte, quoi. J'en profite parce que ça nous a été demandé. Pour l'instant, oui, les plugins, Authent et Data Source comptent comme 2 plugins. Typiquement pour Xano et Ouais, Supabase, si vous avez Xano Source et Xano Authent, c'est 2 plugins et Supabase Source, Supabase Authent, c'est 2 plugins. Donc ça, c'est un truc qu'on nous a un peu, enfin qu'on nous avait dit, pourquoi ce n'est pas un seul plugin. Techniquement, c'est que c'est 2 fonctionnalités très différentes et vous avez pas forcément besoin de pareil, ça rajoute du code dans votre application et c'est des choses qu'on a préféré séparer parce que vous avez pas forcément besoin d'utiliser les 2 tout le temps. Donc pour l'instant, c'est bien 2 et plugins c'est pas différents. forcément couplé d'ailleurs. En fait, ce qui C'est pas nous forcément enfin couplé, oui, on peut avoir Supabase Authent avec Xano, Data Source, par exemple exact, aussi. ouais. J'ai pas le use case en tête, mais ça peut Moi, arriver. j'en ai plein. Ah ouais? OK. Ouais, moi, il y a beaucoup de gens qui utilisent, par exemple, Supabase en data source et une autre Mmh. custom. Oui, Parce bah qu'ils oui, ont oui, leur ça propre oui, système ouais. d'autant à eux, et ils utilisent token-based ou ils utilisent OpenID ou Mmh. ils utilisent WeWeb Authent parce qu'ils ont juste besoin d'une base Postgres, ils aiment bien la WeWeb Authent parce qu'elle est un peu plus intégrée. Donc, Mmh. enfin, je peux comprendre qu'on se dise Xano c'est la même chose, donc je comprends pas pourquoi c'est deux plugins, mais en fait finalement c'est deux choses différentes parce que ouais, il y a des gens Mmh. qui peuvent utiliser Supabase en data C'est ça. source et OpenID pour leur système d'authentification. Donc c'est deux choses J'en différentes. j'en profite, j'affiche la question de Jess, parce que tu l'as déjà évoqué, mais tout le monde augmente et vous avez baissé les prix. Comment vous rentabilisez? Bah, il y a eu un début de réponse avec les plugins notamment, où on essaye un peu de comprendre quelle est la complexité de votre app et aussi au niveau du workspace, quelle est la taille de votre entreprise. Mais Ouais. comme disait Raph, en fait, les plans les plus élevés vont rentabiliser pour les plans les moins élevés qui, eux, Ouais. sont un peu vous permettent de construire plus facilement. Je sais pas si tu Alors, veux rajouter là-dessus? ouais, donc il y a ça exactement, ça c'est enfin c'est l'un des piliers de la logique d'un SaaS. Et l'autre logique qui nous a poussé à baisser nos prix d'entrée, c'est que plus on a de gens qui construisent dans WeWeb, plus on a de gens qui vont en parler. Et au final, on se rend compte aujourd'hui que ce qui génère le plus d'acquisition chez nous, bah, c'est vous. C'est la communauté, c'est le bouche à oreille, c'est les gens qui sont contents de notre produit et qui en parlent autour d'eux. Et en fait, on s'est dit, bah, il faut baisser la marche parce qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs, alors notamment beaucoup moins en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, mais notamment en Amérique latine ou en Asie, qui nous écrivaient en disant, bah, pour moi, 79 $ par mois, c'est inaccessible, c'est beaucoup trop cher. Enfin, ils faisaient des comparables avec leur loyer, c'était hallucinant parce que évidemment, ils payent le dollar super cher par rapport à nous. Donc, on s'est dit, bon, on va baisser la marche comme ça, normalement. Enfin, ce qu'on espère, c'est qu'on va avoir plus d'utilisateurs qui vont mettre les mains dans WeWeb et commencer à l'utiliser. On espère ensuite qu'ils vont avoir une bonne expérience comme certains d'entre vous et se dire, ok, bah, moi je trouve que WeWeb c'est génial et je vais commencer à le recommander autour de moi, soit à mes clients parce que je suis une agence, soit à mes amis ou à mes collègues qui font comme moi du no-code parce que je suis un expert no-code. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on rentabilise. C'est au final, quand on baisse les prix, on espère avoir plus de volume, puisque ben, normalement, il y a plus de gens qui vont mettre les mains dedans et être satisfaits de l'outil. Et il y a un truc, je sais pas si tu pourrais en reparler parce que j'ai adoré, en fait, Raph a déjà fait un Q&A en anglais, la semaine dernière et une partie sur aussi, comment ça impacte la viabilité de l'entreprise et tu avais parlé notamment du fait qu'on n'avait pas eu besoin de on n'a pas besoin de relever ce genre de choses parce que c'est un point qu'on nous évoque souvent, même sur nos Ouais, codes France. Je vois notamment, il y a eu un live là récemment, sur, Bubble avec la team Auto et ce qu'on reprochait beaucoup aux outils type WeWeb, c'est oui, mais ils ont pas la stabilité financière d'un Bubble.
Mais du coup, c'était hyper intéressant de voir comment tu avais répondu à ça. Enfin, si tu peux Ouais, exact. en reparler. Donc ouais, mais bien sûr. Bubble, effectivement, ils ont levé 100 millions de dollars. Ça fait 12 ans qu'ils existent ou plus, je me rappelle plus, enfin quelque chose comme ça. Et on n'est pas du tout dans la même catégorie d'entreprise. Enfin, ils sont vraiment très très gros et très installés. Nous, on est plus un contender, un peu comme un Xano ou comme d'autres outils no-code qui sont un peu la nouvelle vague des outils no-code. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que WeWeb est rentable et que, en fait, même nos investisseurs nous poussent un peu aux fesses pour qu'on relève des fonds. Et nous, avec l'équipe, on est plutôt contre relever des fonds pour l'instant. C'est très possible qu'on relève des fonds à un moment donné. Mais pour l'instant, on ne veut pas trop parce que, pour deux raisons. On trouve déjà que les conditions économiques pour lever des fonds en ce moment, c'est pas génial. C'était bien mieux il y a 2 ans. Là, cette année, c'est pas super. Donc, nous, pour optimiser notre position, on considère que c'est pas forcément le bon moment. Et deuxième point, c'est que on suit un peu la méthode Y Combinator qui est de dire il faut essayer de rester lean. Et donc, il ne faut pas grandir à toute berzingue et commencer à cramer beaucoup d'argent. Et derrière, en fait, la croissance ne suit pas et on se retrouve avec j'ai recruté 10 fois trop. Et en fait, recruter 10 fois trop, ça ne veut pas forcément dire aller 10 fois plus vite. Souvent, ça ralentit. Et en fait, il vaut mieux être une équipe lean qui croit avec sa customer base, avec ses clients, finalement qui croit de manière organique. Et nous, on prend ce pari-là. Et donc là, aujourd'hui, l'équipe, on est 12 et on pense pouvoir continuer à recruter. On espère peut-être que d'ici 1 an, on aura peut-être doublé ou quelque chose comme ça, on verra, ça va dépendre, mais on veut y aller progressivement. Enfin, pour nous, et c'est ce que dit souvent Y Combinator aussi, le nombre d'employés, c'est pas forcément synonyme du succès de la société. En fait, à la limite, à boîte équivalente, il vaut mieux une boîte avec 10 personnes que 100 si il y a le même revenu et le même nombre de clients. Donc voilà, on essaie de faire une croissance organique qui est cohérente avec où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le marché. Et à un moment donné, on mettra peut-être un gros coup d'accélérateur. Mais là, on considère que c'est pas le bon moment parce que avec une équipe de 12, déjà, on arrive à shipper super vite et on n'a pas envie de rajouter 10 personnes. Ça va rajouter des overheads, ça va nous ralentir. Donc là, on a une bonne vitesse de croisière avec la communauté qu'on a actuellement et on veut maintenir ça et voilà. Bah, ça a l'air de plaire en tout cas. Il y a Célia qui dit bravo et Benoît qui dit Mhm. carrément c'est cool d'avoir une discussion transparente. Et c'est vrai que c'est cool de même en tant qu'employé, j'en parle. Enfin, c'est cool d'avoir ce genre de transparence de la part de même des fondateurs. Et je trouve que c'est un truc qui est assez fort chez WeWeb et on essaye de rester comme ça. Donc franchement, franchement, c'est vraiment cool. Je passe juste sur les questions, parce que, attends, il y a plein de choses qui viennent de se passer. Xavier, tu m'as posé une question sur les plugins d'Authent versus les plugins classiques. Je suis pas sûr de comprendre, si tu peux juste me réexpliquer. Par contre, il y avait une autre question de Xavier. Les améliorations vont avoir un impact sur les apps publiées. Eh bien oui, Et voilà, c'est une bonne nouvelle. exactement. C'est une bonne Faudra nouvelle peut-être les parce que republier, non, je crois. Juste. ouais, faudra les Ouais, republier par contre. ouais. Exactement. Mais ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, dans l'éditeur lui-même, on a supprimé. Là, il faudrait qu'il y ait Aurélie pour venir expliquer techniquement ce qui s'est passé. Mais donc, en gros, si je dois abstraire au maximum, on a essayé de minimiser un peu la charge de code qu'il y a dans l'éditeur. Et en faisant ce travail-là, ça minimise aussi la charge de code qui part en production. Donc, les apps publiées devraient aussi être plus performantes, même si ce n'était pas notre focus. Donc, à un moment donné, il y aura, on a prévu à la roadmap de faire un focus sur l'amélioration des performances des apps publiées. Mais là, il va y avoir un sujet d'infra, certainement. Donc, en fait, c'est la manière dont nous, on a organisé comment fonctionne le back et le front, comment tout discute avec votre Xano ou une autre data source que vous utilisez, qui devrait pouvoir générer des améliorations. Il y a aussi du travail à faire côté code. Mais voilà, dans tous les cas, normalement, vous devriez avoir une énorme amélioration en termes de performance dans l'éditeur et une amélioration aussi sensible dans la publiée. Du coup, vous avez dit, oui, les apps ont fait un régime un peu en fait, moi j'ai suivi un peu techniquement, c'est intéressant. En fait, il y a des éléments qui vont avoir du code en moins, qui servent pas forcément. Je crois que typiquement la data grid, le Kanban, ils ont fait une bonne cure de enfin, ils ont bien réduit niveau poids. Et tu as un autre truc, c'est la manière dont on interprète tout ce qui est workflow, CSS et compagnie. On a essayé d'optimiser ça pour pas que ça se lance aussi souvent. En fait, à l'heure actuelle, des fois, c'est recalculé très souvent par le navigateur et Aurélie a fait de la magie noire pour
faire en sorte que ça soit recalculé uniquement quand il y a besoin. Donc ça fait moins de calculs dans le navigateur de l'utilisateur. Le fameux Summer Body, exactement. C'est un mode. Exact. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je repasse dessus. Touk touk touk. Je crois que Joyce nous a fait un petit teasing aussi d'un truc qui va arriver bientôt. Est-ce qu'elle a enlevé son commentaire? Non. Le potentiel plugin Figma qui arriverait bientôt, peut-être. On peut en parler si vous voulez. Alors effectivement, là, on a travaillé sur un truc un peu en sous-marin. On est super excités. Donc, c'est un plugin Figma. Donc, il y aura un plugin WeWeb dans Figma. Et en fait, comment ça fonctionnerait? Vous pourrez, dans votre Figma, aller sélectionner un frame. Donc, les frames, c'est, disons, une div dans laquelle vous allez designer quelque chose, plus ou moins complexe. Et de cette frame-là, nous, on génère du code. Et ensuite, ce code-là, vous allez pouvoir il sera copié dans votre clipboard. Et ensuite, vous allez aller dans WeWeb et vous pourrez coller ce code dans le WeWeb Copilot, qui ensuite vous générera une section dans WeWeb. Mais le truc génial, c'est que c'est pas tiens, voilà une section et elle est hard-codée et tu peux rien en faire. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a fait une espèce de pierre de rosette où on prend le code et on le transforme en WeWeb. Et en fait, vous avez une div devient une div WeWeb, une image devient une image WeWeb, un texte devient un texte WeWeb. Et ce qui fait que tout d'un coup, vous avez votre Figma qui est intégré dans WeWeb et vous pouvez le modifier en no-code. Et je crois même que si tu utilises l'auto-layout dans Figma, ça devrait gérer le responsive dans WeWeb. Ouais, C'est ce qu'on m'avait dit Marc et Lucas. Donc ça, c'est très cool aussi. Ouais, il y a encore pas mal de tests qui sont en train d'être faits, mais normalement ça devrait être super puissant. Enfin, nous on a fait quelques tests là pendant notre off-site et on a continué à en faire ces dernières semaines et franchement on est super excités. Ça va pas être magique, enfin tout va pas marcher à 100%, mais je pense qu'un bon gros 80% peut fonctionner. Et ensuite on mettra dans la doc certainement des manières de retravailler un peu le Figma pour que le transfert se fasse bien dans WeWeb. Mais en tout cas, ça devrait être puissant. Et en fait, ça correspond un peu à notre philosophie. Enfin, notre philosophie, c'est toujours essayer d'abstraire au maximum le travail qui est à faire côté front-end pour aller toujours plus vite dans votre manière de faire le front. Et donc, ça en fait complètement partie. Donc, au même titre que le copilote avec tout ce qui se passe côté intelligence artificielle qu'on est en train d'implémenter, que certains d'entre vous testent, normalement, ça vous permet d'aller plus vite. Là, le plugin Figma, c'est pareil. L'idée, c'est d'abstraire au maximum tout le travail qu'il y a à faire côté UI. Et ensuite, vous avez votre UI qui est directement dans WeWeb et il n'y a plus qu'à faire les connexions et la logique, quoi. Et donc voilà, si ça marche, normalement, ça devrait réduire drastiquement le temps de développement d'une app et nous, on est super excités. Donc, on devrait release ce plugin Figma en bêta cette semaine. Attention les yeux. Tenez-vous bien. Donc, pareil, je pense que, je sais plus, Joyce, ce que tu as prévu, mais je crois qu'on va rouvrir des sessions de bêta. Donc, il va falloir s'inscrire. Joyce, je te laisserai prendre la main pour expliquer ça si tu veux dans le chat. Il y aura aussi un gros live sur le sujet aussi, qu'on vous présentera tout ça. Ouais. Exact. Ceux qui ont envie d'avoir accès, mettez votre email et puis ensuite on est bien preneur de feedback parce que ce sera pas parfait du premier coup comme d'habitude, mais pour le coup ça on est bien excité, quoi. Xavier qui demande si c'était un pari. Alors 100% honnête, Xavier, on a fait l'off-site et c'était très drôle parce que Joyce et Lucas, notre designer, ont teasé une vidéo qui présentait Copilot et il y avait un peu Figma aussi qui a été pensé derrière ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait ça et après tout le monde s'est dit il va falloir qu'on matche ça parce qu'au final on l'a annoncé et c'est comme ça qu'en une semaine on a réussi à faire des premiers POC. Donc à la base, c'est pas parti d'une blague, c'était plus parti d'un truc où on s'est dit ouais, ça fait beaucoup et au final ça a été fait. Et c'est hyper cool parce que franchement, moi je vois même en tant qu'utilisateur, juste reprendre le design ou même des fois pouvoir demander à la doc exactement ce dont j'ai besoin pour réussir à mettre en place mon app, c'est vraiment pratique. Donc j'imagine que pour vous, ça va être très cool aussi. Et ça va vous permettre aussi de transitionner plus rapidement vos projets dans WeWeb. Donc ça, c'est franchement bien, sachant que spoiler alert, il y aura aussi, alors ça c'est plus long terme, mais j'en parle un petit peu, il y a les composants réutilisables qui vont arriver d'ici quelques mois. Je pense qu'ils iront très bien avec Figma. Et qui vont vous permettre de créer des design systems à partir de vos designs Figma, je pense, et après de les réutiliser partout. Donc ça va être assez puissant, je pense. Exact. Donc en fait, effectivement, si on tire un trait, parce que c'est important de le faire,
dans 6 semaines, il y aura... Donc là, cette semaine, on release les améliorations côté copilote et la bêta plugin Figma. On est en train de bosser sur les composants réutilisables, ce qui fait que dans 6 semaines, on aura un plugin Figma qu'on aura vachement amélioré, la partie AI qu'on aura vachement améliorée, et les composants réutilisables. Et donc, en fait, l'étape d'après, c'est importer la masse de templates. Et donc, bah, il y a beaucoup de templates qui sont très très beaux, qui sont faits sur Figma. Et donc, on se dit, bah, pourquoi pas finalement les amener dans WeWeb et en faire des design systems réutilisables. Donc, on va faire et les templates, et ensuite, on va découper tout ça en UI kit, en kit de petits éléments que vous pourrez réutiliser. Donc, si je me projette à, disons, 2-3 mois, là, aujourd'hui, dans WeWeb, vous avez vu, c'est un peu pauvre en termes de templates. Je pense qu'on en a 5 qui se battent en duel. Et voilà, dans 2 mois, normalement, on devrait avoir beaucoup de templates et encore plus vous aider à construire vos front-end à partir de templates et du HackKit qui seront vraiment poussés avec les styles et les composants réutilisables. Et vraiment les composants parents et enfants, donc ça nous a été beaucoup demandé parce qu'on nous demande beaucoup en ce moment pourquoi vous n'avez pas un système de classe à la Webflow. Parce que justement les composants vont un peu répondre à cette question dans le sens où un composant, quand vous changerez son design et son comportement, ça va changer le design dans toutes les instances, dans toutes les applications où il est, son design va être mis à jour. Donc vous allez aller beaucoup plus vite. Et ce qui est bien, c'est que le fait de dépasser juste la classe CSS, c'est que vous aurez aussi le comportement du composant, donc ce qui fait d'une manière, comment il réagit à l'utilisateur, au fait qu'il clique sur un bouton, la donnée que vous pouvez binder à ce composant. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont être très pratiques parce que vous allez pouvoir abstraire vraiment un design system entier. Et admettons, demain, vous avez un design system, vous changez 2-3 couleurs et vous changez peut-être un peu le comportement, vous pouvez créer plein d'applications à partir de ça, plein de pages à partir de ça. Ouais. Il y a un autre truc auquel je pense, je m'avance peut-être un peu et je sais pas si Marc va me taper sur les doigts, mais en fait, il y a un truc auquel on a travaillé, puisque maintenant on est capable d'exporter du code de Figma, de le retravailler et ensuite de l'intégrer dans WeWeb. On a fait le même test avec Webflow, puisque comme on est capable d'exporter du code de Webflow, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de le réintégrer dans du WeWeb, puisqu'il y a pas mal de nos utilisateurs qui sont des grands utilisateurs de Webflow et qui, pour certaines parties de leur projet, ont besoin de faire de la web app. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est qu'on n'est pas frontal avec Webflow. Webflow, c'est parfait pour faire des sites web. S'il y a besoin de faire de la web app, bon, bah là, c'est un peu plus limité. Et donc, se dire, bah, si tu as déjà ton UI dans Webflow, exporte ton code, importe-le dans WeWeb, il sera tout à fait traduit. Et ensuite, bah, pareil, tu travailles ta logique. Et ce qui fait que tu auras une espèce de passerelle assez automatisée entre Webflow et WeWeb. Et ça me fait penser encore à un truc, je me permets, mais on a vu sur Twitter, on a parlé avec Joyce jeudi dernier, qu'il y a des gens qui disaient, mais la portabilité l'export de mon code ne me sert à rien s'il n'y a pas de portabilité entre un outil no-code et un autre. Au final, ce serait un peu la première portabilité de l'histoire entre un outil no-code et un autre. Parce qu'on serait capable d'exporter du Webflow dans du WeWeb. Et à terme, nous, ce qu'on imagine, c'est que dans 1 ou 2 ans, la plupart des outils no-code seront basés sur du code standard. Et donc, il y aura sûrement possibilité, puisqu'on n'est pas les seuls à savoir le faire, il n'y a pas de magie noire derrière tout ça, il y aura sûrement possibilité, à partir du moment où je peux exporter mon code, de le porter d'un outil à un autre, à partir du moment où l'éditeur a décidé qu'il l'autorisait, ce que nous, on est en train de faire. Et comme le dit Joyce, si vous voulez vous inscrire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui demande où est-ce qu'on s'inscrit pour Copilot, n'hésitez pas à aller sur cette page, donc weweb.io/copilot. Et ensuite, on en fera peut-être une autre pour le plugin Figma où on gardera les mêmes bêta testeurs. Ça, on n'a pas encore décidé, mais on vous en reparlera sur nos codes France. Ne vous inquiétez pas. Et salut, hello Giovanni. Je vois qu'il y a du monde, du monde même du Brésil qui vient sur le live. C'est fou. Salut les gars. Il est tout chez vous en plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Raph, n'importe quelle question, on est là pour y répondre. Et si vous avez même d'autres questions sur le pricing, encore sur la roadmap, n'hésitez pas. Je vois qu'il y avait une question, d'ailleurs. Hello, est-ce fou de penser que ce qui est possible avec Figma le sera plus tard avec Canva, à moins que ce le soit déjà? Je peux répondre à ça, c'est pas encore le cas. Pourquoi on a choisi Figma? Et peut-être qu'on pourrait le faire avec d'autres outils type Framer ou peut-être, j'allais dire la suite Adobe, mais ils ont racheté Figma, donc ce sera Figma. C'est qu'en fait, Figma, Framer, tous ces outils,
ils créent eux-mêmes des éléments en interne qui sont des sortes de divs. Donc en fait, ils créent des éléments en HTML quand vous êtes en train de designer sous forme de vecteurs, mais c'est des éléments en HTML. Donc nous, on peut les interpréter. Alors que si vous utilisez un Photoshop, et il me semble que Canva, c'est peut-être la même chose, vous êtes pas sur du calcul vectoriel, vous êtes sur vraiment quelque chose pixel perfect qui est beaucoup plus dur à interpréter. Notamment pour le responsive, c'est pratiquement impossible. Et en fait, nous, on sait pas comment placer des divs, qu'est-ce qui est une image, qu'est-ce qui n'en est pas. C'est vraiment beaucoup plus opinionated. Et on parlait un peu, Raph disait, dans quelques mois, les outils vont pouvoir échanger leur code entre eux. Figma, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, eux-mêmes génèrent euh, génèrent une Forme de sorte de code. HTML. Ouais, Ouais, ils génèrent déjà du code, en fait. qu'on est obligé de retravailler un peu. Mais C'est Canva ça. le fait pas. Mais alors, pour aller un peu plus loin, puisqu'on est en famille, là, on peut en parler. En fait, on a une réflexion en interne en ce moment chez WeWeb autour de l'intelligence artificielle, comme beaucoup de gens. Et donc, vous avez dû voir que arrive la vision, ce qui fait que Ah oui, on pourra utiliser la vision. voilà, maintenant, en fait, enfin maintenant, oui, c'est déjà le cas et ça va continuer à s'améliorer. On va pouvoir uploader une image et certainement demander à GPT ou à quelque chose d'autre, une autre intelligence artificielle, d'en sortir du code. Et donc, vous me suivez. On Si pourra faire jamais Canva. voilà, en fait, je peux aller dire, OK, je screenshot mon Canva, je le donne à une intelligence artificielle, ça m'exporte du code, donc ça m'écrit du HTML, CSS. Et ensuite, comme nous, vous l'avez compris, on fait du code standard et qu'on est capable, on a cette petite pierre de Rosette dont je parlais, on va être capable de prendre ce code et de l'implémenter dans WeWeb. Et donc, le truc monstrueux à venir, c'est je génère un website magnifique dans Midjourney ou je sais pas quel outil de génération d'images. Et je dis à une intelligence artificielle de me l'exporter en code. Et ensuite, ce code, je l'importe dans WeWeb. Donc voilà, j'ai vu qu'il y a des amis chez Y Combinator qui sont en train de travailler un peu là-dessus. Donc je vais discuter avec eux cette semaine pour voir un peu où ça en est. Je pense qu'on est dans les prémices du truc, Mm. mais comme tout va très vite en ce moment Ah de oui, ce l'IA, il côté-là, n'y a pas le temps, là. ouais, si ça se trouve, dans 6 mois, ce dont on est en train de parler, qui semble être un rêve, ça commencera à être un début de réalité, quoi. Mm. Et donc ce serait dingo. Donc sachez que nous, en tout cas, on est vraiment en train de suivre ces sujets de manière très, très précise. Et moi, je passe pas mal de mon temps à discuter avec d'autres personnes qui sont dans ce monde-là pour voir comment on peut créer des passerelles. Donc voilà, ça se trouve, le Canva to Web sera possible grâce à Peut-être, ouais. l'intelligence artificielle. Ouais. Surtout quand on voit, moi je suis pas mal sur le sujet de AutoGPT en ce moment. Les choses qui commencent à être faites, c'est impressionnant. Donc je pense que ça va s'améliorer dans les semaines parce qu'on parlait même plus de mois, là, on parle de semaines, c'est impressionnant. Ouais, Donc il y a ça va moyen que super vite. oui, à partir d'images ou même les prompts commencent à créer des meilleures pages parce que ceux qui ont accès à Copilot chez nous voient bien que générer une page à partir d'un prompt, c'est pas exceptionnel, c'est pas mal, mais c'est pas foufou non plus. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure des semaines. Et je pense qu'il y a moyen que ça puisse créer des choses qui soient très intéressantes dans les semaines qui arrivent. Ouais. J'en profite, question de Julien, Microfacto. Y a-t-il une marketplace dans les cartons? Ah, ça, c'est une vraie Un question. sujet qui revient souvent. Tout à fait. Alors oui, il y a une marketplace dans les cartons. Pour l'instant, il n'y a pas de date, parce qu'en fait, la marketplace, c'est un vrai sujet, c'est plutôt un sujet d'organisation Mm. qu'un sujet technique. Parce qu'en fait, si on ouvre une marketplace, ça veut dire qu'il faut des gens pour la modérer. Il va falloir que nous, on screen tout ce qui va être uploadé dans notre marketplace pour être sûr qu'il n'y a pas de malware ou je ne sais pas quoi dedans qui va Phishing, venir, ouais, tous ces du trucs, ouais. phishing, voilà, qui va venir tout casser. Donc c'est un vrai sujet d'orga et de ressources. Mais ce qu'on a envisagé de faire peut-être d'ici, donc pas ce trimestre-là, celui d'après, c'est de commencer à ouvrir à certaines agences partenaires, agences freelance ou enfin à des partenaires, euh, la possibilité de créer des plugins et des templates. Et là, en fait, on va le faire avec des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, peut-être avec autour de entre 3 et 5 partenaires, disons, quelque chose comme ça, et de manuellement importer leurs plugins et leurs templates dans l'espace WeWeb qui existe aujourd'hui. Simplement, on rajoutera un petit tag et on dira tel template a été designé ou construit par tel partenaire. Et donc là, ce qui fait que nous, ça va être assez simple de le faire manuellement pour commencer. On verra si en face, et c'est ça qu'on a fait aussi, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais aujourd'hui, on a rendu possible le fait d'ajouter un prix à nos plugins, Mm. ce qui fait que effectivement, ça ouvre la porte, ça jette les fondations pour que des partenaires puissent construire des plugins
et les vendre à notre communauté. Et se faire rémunérer en face, histoire qu'il y ait un incentive et que la communauté grandisse comme ça. Donc là, j'étais en discussion pour donner quelques exemples avec des partenaires en Amérique latine qui pensaient à faire un plugin pour le système de paiement le plus connu là-bas. C'est pas, parce que Stripe là-bas n'est pas le système de paiement le plus utilisé. Il y en a un autre dont le nom m'échappe. Et disait, bah, nous, on aimerait bien faire le plugin et le maintenir. Et donc, bah, effectivement, pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils aient un incentive économique à le faire. Et donc, on a rendu la possibilité d'acheter les plugins dans WeWeb. Et la prochaine étape, c'est qu'ils puissent les développer. Et ensuite, nous, on les importe automatiquement. Et ensuite, on fera un revenu share très manuel à la main, en mode do things that don't scale, comme disent nos amis à Y Combinator. Et une fois que ça, on l'aura un peu éprouvé, je pense que progressivement, on va ouvrir la marketplace. Mais donc, je pense, au meilleur des cas, ce sera quelque chose qui va se faire au dernier trimestre de cette année. Ça va se faire très progressivement chez nous, parce qu'il y a des vrais sujets d'orga derrière. Et on veut pas que ça nous ralentisse. On nous demande en mode one shot ou abonnement. Mais en fait, justement, c'est une question. Et ce que dit Raph, c'est juste, en fait, c'est pas tant la complexité technique, c'est carrément ça revient à créer un autre produit à côté de WeWeb qui est la marketplace, donc avec tous ces systèmes de paiement, de modération, et on veut faire ça bien. Donc ça prend du temps pour que vous tombiez pas sur des plugins mal faits ou des plugins même parce qu'on peut insérer du code aussi malveillant. Enfin, il y a plein de choses comme ça, donc c'est un gros sujet. Et pareil pour le mode one shot ou abonnement. Bon, je pense qu'on a déjà une hypothèse, mais c'est des trucs qu'on doit tester justement avec les premiers utilisateurs de la marketplace. Ouais, exact. L'hypothèse, ça serait plugin en abonnement et template en one shot. Certainement, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se fait par ailleurs. Le plugin en abonnement, parce qu'en fait, le plugin, ça se maintient. Quand il y a des mises à jour de librairies, etc., nous, on va demander aux gens qui ont développé les plugins de mettre à jour les librairies pour assurer un certain niveau de sécurité et de qualité du code qui est généré par nos apps. Et donc, bah, ça va demander du boulot, donc c'est un abonnement semble pertinent. Par contre, pour les templates, bon, bah, une fois qu'il est fait, on le vend, là, il n'y a pas forcément de maintenance. Mais il y a peut-être des gens qui vont se dire, attendez, moi, je vais faire des UI kits et je vais alimenter mes UI kits au fur et à mesure, donc je vais vendre avec un abonnement. Donc voilà, toutes ces questions se poseront quand on ouvrira la marketplace progressivement. Ouais. Salut Olivier, salut tout le monde. Je vois que vous êtes beaucoup là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Salut à tous ceux dont c'est la Salut première tout le monde. fois sur le chat. Alors, pour tout ce qui est communauté modérée, enfin, la communauté qui modérait la marketplace ou de GPT, le truc, parce que je vois que des gens ont mentionné ça, le truc, c'est qu'on doit savoir déjà nous d'abord comment modérer. Et c'est un truc qu'on a beaucoup appris avec YC et même à force d'évoluer dans WeWeb, c'est qu'il vaut mieux faire à la main au début, apprendre, et ensuite on automatise ou on commence à processiser la chose. Donc ouais, on va quand même faire ça à la main dans un premier temps. Et je vois, il y a une question qui est intéressante parce qu'on nous la demande aussi notamment beaucoup sur Twitter, quid du multiversionning. Et je pense que aussi on parlait beaucoup d'un versionning à la Git sur Twitter. Donc des sujets sur lesquels aussi on travaille. Ouais, franchement, ça aussi, c'est un excellent point. En fait, en plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres outils no-code, notamment Bubble. Et nous, nos clients, vous l'avez compris, nos utilisateurs sont des utilisateurs plutôt professionnels. On a quand même beaucoup d'agences de freelance, etc. Ou des gens qui ont une certaine connaissance technique ou certaines exigences techniques. Et notamment, avoir un système de versionning à la Git, ça, ce serait super puissant. Alors là, pour le coup, techniquement, c'est vachement coton. Donc, je peux m'engager sur rien du tout. Par contre, ce que je peux dire, c'est confirmer ce que dit Quentin, à savoir qu'on l'a en tête. C'est quelque chose qu'on va commencer à regarder et qu'on va peut-être prioriser pour cette année, puisqu'on aimerait bien arriver à niveau et donner une expérience en no-code qui ressemble à une vraie expérience de développeur, quoi. Donc, ouais, on l'a en tête. Ouais, c'est ça, Xavier. Il faudrait pouvoir pousser unitairement des modifications. En fait, c'est déjà ce qu'on fait, Voilà. mais si tu veux, techniquement, tout est mélangé avec les personnes qui sont aussi sur ton projet au même moment. Donc, il y a juste une. C'est comme si tu avais une branche dans Git et on n'a pas encore ce système d'avoir plusieurs branches et de pouvoir merge. D'ailleurs, le merge en no-code, comment tu fais? Parce que quand c'est du code, tu effaces du code ou tu le réécris. Quand c'est du no-code, il faut qu'on te puisse montrer sur une page les différences qu'il y a eu et que tu puisses sélectionner sans que ce soit un boxon sur ta page. Donc, c'est assez dur, même niveau UX. Donc, Ouais. c'est des sujets produits et techniques qui sont assez compliqués en vrai.
Mais pas C'est ça. infaisable, mais compliqué. Ouais, je pense qu'on s'inspirera pas mal de l'existant, hein, de ce que fait Bubble, par exemple. Mais voilà, il faut qu'on le fasse bien et nous, effectivement, on a quand même l'avantage que derrière, WeWeb, ça génère du code standard. Donc enfin, techniquement, on devrait pouvoir y arriver, je suis pas trop inquiet. Par contre, ouais, grosse question du X et combien de temps ça va prendre, quoi. Exactement. On nous dit: «C'est vrai aussi pour, une DSI qui maintient des apps sur WeWeb». Oui, bah, c'est vrai pour les agences, c'est vrai on a Bien beaucoup de sûr, clients qui nous ouais. le demandent déjà, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est que comme disait Raph, c'est un truc qui est pas simple non plus, à faire. Donc, et pareil, on va essayer de faire ça bien. Donc, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. On a une autre question: à quand la possibilité de tester l'app en dehors de l'éditeur en mode dev? Alors tu peux déjà, mais il faut payer. Donc là, tu as la partie, enfin, il faut être sur le plan scale et là, tu as un lien de staging et donc tu peux tester ton app, mais effectivement, c'est payant. Alors ça, c'est intéressant, je peux peut-être m'attarder juste une petite seconde sur pourquoi, on fait payer, le fait d'avoir accès à un lien, même si c'est un lien WeWeb. Il y a 2 raisons. Enfin les 2 sont assez, techniques/produits. Mais la première, c'est que, en fait, au tout début de WeWeb, on pouvait publier gratuitement et faire ses tests. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nos enfin, malheureusement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient notre outil pour faire du phishing. Et ça a créé des vrais problèmes puisque ça a un peu, posé des problèmes sur notre nom de domaine. Il y a Google qui nous a contactés, il y a AWS qui nous a Yes, il y a contactés. Customer.io qui nous a contactés. Enfin, nous, il y a Voilà. beaucoup d'outils derrière qui disent: «Qu'est-ce que vous faites?» Parce que les sites sont hébergés chez eux ou alors on utilise leur système et c'est à nous de techniquement, légalement, c'est nous qui sommes responsables, quoi. Exact et donc le fait de alors légalement, on n'est pas responsable heureusement parce qu'on a les CGU, les OK. CGB, Je pensais, ouais. mais par contre techniquement, c'est là où tu as Mais ils raison. viennent te taper dessus, ouais. Voilà, c'est quand même nous, qui prenons la responsabilité. Mais heureusement, on peut pas nous poursuivre légalement pour ce genre de choses, Mmh. mais par contre techniquement, oui. OK. Et donc voilà, le fait d'avoir mis cette 1re barrière où il faut payer pour publier, ça a vachement réduit, enfin les problèmes. Il y en a toujours qui font du phishing, mais beaucoup, beaucoup moins. Et ce qui fait que, enfin, Marc, il y passe beaucoup moins de temps aussi, parce qu'avant, notre CTO, il passait beaucoup de temps pour faire le monitoring de tout ça. On avait commencé à automatiser des choses, mais ben, encore une fois, ça nous faisait perdre du temps, quoi. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs aussi qui utilisent Web pour faire des apps internes. Et comme vous l'avez saisi, notre pricing, il est lié au nombre d'applications, en grande partie. C'est ce qui fait que, pour nous, un utilisateur va devenir, comment dire, de plus en plus rentable. Et en fait, quand on fait des apps internes, on s'en fiche du nom de domaine. Et donc, on est OK d'avoir un nom de domaine .web.io. Et ce qui fait qu'au début, il y avait pas mal de nos utilisateurs qui utilisaient WeWeb, qui publiaient beaucoup d'applications, etc., mais qui ne nous payaient jamais. Et ce qui fait qu'encore une fois, nous, dans un principe de rentabilité ou de capture de valeur juste, on se disait que c'était injuste parce que voilà, on travaillait beaucoup et que derrière, on n'est pas rémunéré pour le travail qu'on fait. Donc voilà, on a pris cette décision-là. Pareil, on pourrait revenir dessus à un moment donné, mais pour l'instant, ça devrait se maintenir. Mmh. Et Olivier disait, alors c'est pour le versionning, si on pouvait par page avoir une version de dev et de prod, ça pourrait être cool. Ouais, Alors sachant que déjà sur le plan scale, parce que Starter ne l'aura pas dans le nouveau pricing, mais Scale l'aura, tu toujours ton app en version, staging et prod, donc déjà tu peux comparer les 2. mais pas par Et page. le faire page par page, c'est assez compliqué en vrai, Ouais, c'est un aussi gros sujet ça techniquement. aussi. Mais je comprends l'idée, c'est de pouvoir tu es en train de faire des modifications, tu Mmh. veux pusher en prod une seule page. Ouais, Mmh. on comprend carrément l'idée et même nous, en fait, des fois, on aimerait bien pouvoir faire ça et Oui. pour l'instant, c'est pas possible, mais je pense enfin ça va rentrer dans la réflexion autour du versionning. C'est Autour un du truc qu'on a en versionning tête, ouais, et qui est remonté souvent aussi au niveau du publish parce qu'on le sait nous-mêmes, on a un temps de publish qui est pas le plus court par rapport à d'autres outils. Alors en vrai, c'est beaucoup dû à Amazon, mais c'est un truc qu'on doit essayer de gérer, nous, et pareil, en fait, c'est un truc qu'on va prioriser peut-être plus tard, mais ça revient au même problème que le versionning, c'est que c'est beaucoup de travail, pour optimiser des choses qui en plus sont invisibles pour vous. Parce qu'en dehors du moment où vous publiez, vous avez pas ce problème. C'est pas un travail dans l'éditeur ou rajouter des plugins enfin, ça vous aide, mais si vous voulez, c'est un peu un nice to have plutôt qu'un must have. Donc c'est des sujets, qu'on a en tête, mais qui sont assez complexes aussi techniquement, encore une fois, donc yes. voilà. Oui, comme dit Olivier, bah, c'est un sujet quand on travaille à plusieurs, Ouais, dans l'éditeur. Oui, c'est sûr, ouais. ouais, bien sûr. Il y a un gros sujet, et dans le no-code en général, parce que c'est sûr que comme on démocratise, il y a beaucoup de gens qui vont modifier sans savoir qu'ils cassent des choses. C'est un gros sujet qui revient même souvent dans la communauté no-code France, même quand on est en meet-up. Donc pour l'instant,
On n'a pas la réponse tout de suite, mais il y a aussi un sujet, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'académie aussi. Il y a un gros sujet, enfin Flo et Joyce travaillent énormément là-dessus, c'est comment vous expliquer aussi, vous éduquer les gens, sur ces sujets et de ne pas, casser une application et de faire attention à ce qu'on fait parce que souvent c'est pas une volonté des utilisateurs de casser, l'application, c'est juste de l'ignorance parce qu'ils ils connaissent pas encore. Donc il y a un sujet aussi éducation sur lequel on travaille beaucoup. Peut-être pour rebondir un peu là-dessus, sur ce que tu dis, puisqu'on parle un peu de la roadmap, on a aussi prévu à la roadmap de cette année de travailler beaucoup sur les logs et donc de vous donner accès à 2 différents types de logs. Des logs de l'application elle-même pour vous aider à débugger, genre bah tiens, il y a une requête API qui est pas passée, pourquoi? Et parce que parfois il se passe des choses dans WeWeb et vous n'êtes pas capable de comprendre pourquoi parce que bah, vous n'avez pas accès au log de l'app. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir assez rapidement. Il y a Florian qui est déjà en train de travailler dessus, là, sur les aspects produits. Et donc, bah, on peut espérer que dans quelques mois, enfin assez court terme, hein, je pense qu'on parle du 3e trimestre, il y a quelque chose qui va sortir là-dedans. Ou fin du 2e trimestre, même peut-être, on verra. Et ensuite, il y a les logs de collaboration. Et donc là, c'est un peu ce que disait Quentin, c'est de dire, OK, il y a quelqu'un qui a travaillé sur tel projet, enfin telle page, pardon, à un certain moment. Il a fait telle modification et je suis au courant. Et ça évitera effectivement des conflits entre différentes personnes qui collaborent sur la même app et quelqu'un a changé quelque chose et ne savait pas pourquoi. Et nous, c'est ce que disait Quentin, en fait, on le voit souvent. Souvent, ça nous retombe dessus parce qu'ensuite, Oui, sur le support, on nous pose des questions en disant en mode, je oui comprends web c'est pas, cassé. ouais, il y a toute mon app qui est cassée, mes calls sur Xano ne fonctionnent plus ou sur Supabase ne fonctionnent plus ou je sais pas quoi. Et nous, bah là, on va regarder dans les logs parce que nous, on y a accès pour le coup. Et on se rend compte qu'il y a une personne autre qui a travaillé dessus à un moment donné et puis qui n'a pas prévenu son collègue qu'il avait fait les modifications. Et voilà. Donc ça, on veut vous y donner accès. Aujourd'hui, c'est un gros sac de données un peu inutilisable et on va essayer de le rendre accessible à tous nos utilisateurs pour que vous puissiez collaborer mieux. Vous allez nous Et fouetter. non, Xavier, on ne vous fouettera pas. Voilà, c'est On plutôt va vous pas qui aller allez continuer à jusque-là. nous fouetter, je pense. C'est ça qu'on aime. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut Thomas, ouais, désolé, t'arrives un peu à la fin. Et en plus, on a parlé d'intelligence artificielle, donc je pense que ça t'aurait beaucoup intéressé. C'est vrai. N'hésitez pas si vous avez Voir le encore replay. d'autres questions. Il nous reste 5 minutes. C'est le moment. Vous avez Raph sous la main. Il est souvent pris. Profitez-en. Faudrait l'équivalent d'un guide blame, dit Thomas. Alors, c'est un peu l'idée, mais après, on veut pas faire ça non plus en mode juste, tiens, c'est telle personne qui a cassé, qui a cassé ton app et va le fouetter, justement, comme disait Xavier. Ce serait bien de pouvoir vous aider aussi à fixer le problème. Donc, et aller plus loin que juste qui a cassé quoi. Et oui, Olivier, t'es arrivé après l'IA. Donc, pour rappel, on a WeWeb Copilot dans WeWeb qui vous aide à poser des questions à la doc, à générer des pages et des éléments à partir d'un prompt, ou générer des images. Et bientôt, il va faire plein d'autres choses. Il peut vous aider aussi à générer des formules en JavaScript. Et si vous voulez vous inscrire, je vous renvoie encore la page. Joyce l'avait envoyée, mais je vais la renvoyer à nouveau. Il faut vous inscrire ici sur le site et on va vous rajouter on va vous donner les accès parce que la fonctionnalité est pour l'instant en bêta. Une bonne question. Pour vous, quel bac est le plus adapté à WeWeb? Tu veux que j'y réponde? Parce que j'ai fait du coup Vas-y, avec ouais, j'ai une beaucoup de idée aussi, bacs. mais vas-y, vas-y. Alors, en vrai, la puissance de WeWeb, c'est que ça va bien avec à peu près tous les bacs, à part si vous avez des bacs vraiment très spécifiques pour l'instant, même si je pense qu'à terme on les fera. Donc typiquement tout ce qui est recherche de texte ou les bacs vectoriels. Enfin ça, c'est des trucs plus de data science ou de recherche textuelle qui sont vraiment des bases de données très spécifiques, même si on a un plugin Algolia typiquement pour les recherches de texte. Par contre, pour tout ce qui est CRUD classique, donc à savoir des applications où vous créez de la donnée, vous en la lisez, vous la mettez à jour et vous la supprimez, en vrai, ça peut être un back qui est fait en code. Donc ça, on a beaucoup d'utilisateurs qui nous utilisent avec Django, avec Rails, avec Express, donc du vrai code. Sinon, nous, on en a deux qu'on utilise énormément. Bah, vous l'avez vu en live, c'est Xano et Supabase. Je dirais que les deux sont très très bons. Souvent, on avait des débats, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je dirais non, les deux sont très bons, ça dépend ce que vous voulez en faire. Xano, c'est un peu plus no-code, c'est plus simple à customiser, c'est un peu plus long à setup, paradoxalement, je trouve.
Par contre, mais c'est super simple à customiser, c'est super simple de rajouter une authentification, de faire des fonctions custom. Tandis que Supabase, pour faire un CRUD, c'est vraiment beaucoup plus rapide, mais il faut avoir des petites notions de code parce que c'est plus low code. Il faut des fois faire du SQL. Quand vous voulez faire des fonctions custom, pour l'instant, c'est du JavaScript, même si je pense qu'ils vont rajouter de plus en plus de no-code. Donc je dirais que ça dépend de votre use case. Sachant que Supabase aussi, ils ont la donnée en temps réel. Donc si vous avez besoin de créer un chat, Mhm. par exemple, il vaut mieux passer par Supabase pour l'instant. Je crois que c'est possible avec Xano, mais avec des plugins. Par contre, si vous voulez créer un CRUD et pas vous prendre la tête et pas toucher au code, je pense que Xano, c'est la meilleure réponse. Donc je dirais, ça dépend. Ouais, voilà. Ouais, j'aurais fait la même réponse, c'est parfait. Peut-être je rajouterais juste un petit truc, c'est Ouais, il y a aussi, enfin, avoir son propre bac, je crois que tu l'as un peu mentionné, mais il y a quand même beaucoup de nos clients qui n'utilisent pas forcément ni Xano, ni Supabase, ni Airtable, ouais. mais qui ont vraiment leur bac à eux et qui exposent Mm, une API GraphQL ou une API REST mm, et qui vont pouvoir exploiter WeWeb comme ça. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est La Poste, qui est un de nos grands clients en France. Et eux, ils ont évidemment un bac ultra propriétaire. Ils exposent une tonne d'API et ils vont utiliser WeWeb pour faire le front de certaines interfaces utilisateurs que vous pouvez utiliser chez La Poste, donc on n'est pas peu fiers. Et là, pour le coup, c'est un bac à eux, et ils avaient pas le choix. Donc je pense que ça dépend de votre mm. niveau code slash no code et de votre besoin. Je On suis peut très aussi content marier parce les que... bacs pour finir peut-être un truc Vas-y, intéressant. pardon. Après, j'arrête, pardon, mais parce que c'est une question patiente. Mais moi, enfin, on a vu des gens qui utilisent du Airtable et du Supabase parce Mm. qu'ils ont besoin d'Airtable pour faire certaines choses et de donner accès à Airtable à leur équipe métier pour qu'ils puissent manipuler de la donnée facilement. Et puis ensuite, ils vont utiliser un Supabase parce que là, il y a besoin d'une base de données Postgres qui scale. Donc voilà, on peut marier plusieurs bacs pour une même application aussi. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Je suis très content parce que du coup, je viens de comprendre qu'on peut parler de la Poste. Ah Ça, oui, c'est cool. non, c'est bon, Merci, Raph. c'est autorisé maintenant. Ouais, c'est bon. Nice. C'est Et cool. je rajouterais à ça que, parce que c'est une question qu'on a beaucoup depuis justement qu'il y a eu toutes ces histoires autour de Bubble et que des gens arrivent de Bubble, c'est mais pour utiliser WeWeb, il faut utiliser beaucoup d'outils, enfin il faut avoir un bac en plus, ça prend du temps. Mais en vrai, j'aurais tendance à dire que le futur, surtout pour faire une application complexe qui scale bien, quand on regarde ce qui s'est passé même dans le monde du dev, c'est que maintenant on entre dans l'ère des microservices avec les API où typiquement on peut avoir un serveur pour faire une chose, un serveur pour faire un truc très spécifique, genre envoyer des emails, un pour l'autente, un pour la base de données, une appli pour le front. Et je pense que le no-code va aller vers ça. Et en fait, on entre dans une ère où WeWeb fait partie, où les outils se rapprochent plus de ce que fait le code, de ce que font des devs. Donc, de toute façon, il y a une espèce de Liga Franca où le langage reste le même entre les outils. Donc, vous n'allez pas prendre beaucoup plus de temps à apprendre un nouvel outil parce que de toute façon, ils ont à peu près tous la même manière de fonctionner. Et c'est ce qu'on disait même notamment. C'est ce qui fait qu'on va on va être capable de pouvoir ingérer du code et le transformer en no code et vice versa. C'est qu'en fait, on est sur des standards. Donc de plus en plus, j'aurais tendance, je trouve que la réponse de Raph a été parfaite, c'est que vous aurez peut-être plusieurs back-ends, vous aurez Algolia pour faire de la recherche, vous aurez Hmm. OpenAI, vous aurez Mapbox pour faire des cartes, vous aurez WeWeb pour le front. Et en fait, vous allez multiplier les outils, mais vous aurez le bon outil pour le bon use case. Et du coup, il n'y a pas de meilleur back, il n'y a pas de meilleur... Enfin, ce sera un mélange de plein de choses. Exactement. Je vois qu'il est 14 h, il y a encore plein de questions. Est-ce qu'il nous en reste Euh, Alors, on a juste une petite question à la limite si on a le temps. Est-ce qu'il y a d'autres grandes entreprises qui utilisent WeWeb en prod comme La Poste, dont on peut Ouais. parler? Alors, il y en a plein d'autres, mais on peut pas en parler. Voilà. Ouais, on a des NDA avec beaucoup d'entreprises, et donc malheureusement, on peut pas en parler. Pour le coup, avec La Poste, enfin, maintenant, c'est public. Même sur notre site, on a eu un commentaire d'Ocapost, qui est un peu le bras digital de La Poste. Donc, enfin, il y a leur logo sur notre site, etc. Donc ça, c'est bien. Celle dont on a le droit de parler, il y a le logo sur notre site. Et puis il y en a d'autres, effectivement, tu n'as pas le droit de parler. Xavier, effectivement, lui, il travaille avec une autre grande entreprise dans laquelle il a eu la gentillesse de mettre du WeWeb, donc nous, on est super contents. Donc voilà, en gros, si le fond de la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres grandes entreprises qui utilisent WeWeb? Oui. En France et aux États-Unis et en Asie aussi. Il y a des grandes entreprises qui nous utilisent. Donc on sait faire. Et généralement, les grandes entreprises elles ont des besoins de SLA ou qu'on revoit, ou de procurement, qu'on passe par toute la revue de sécurité, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire si jamais il y a la problématique chez vous.
Cool, désolé pour, les deux trois questions qui restent, on va devoir, vous laisser, mais c'était très cool. Merci à tous et je vous rappelle comme d'hab de vous abonner à la chaîne Twitch de No Code France, nous rejoindre sur, si vous ne l'êtes pas déjà sur No Code France, sur le channel WeWeb, c'est la communauté francophone officielle de WeWeb. Sinon, vous pouvez aller sur community.weweb.io pour la communauté, anglo-saxonne et sur ce, ben, on se retrouve, la semaine prochaine pour, un nouveau live avec Joyce, en direct de Barcelone, puisqu'on sera avec la team No Code France à Vous allez Barcelone, être bien. probablement dans les locaux de Bravo Studio. C'est génial. Avec les copains de il y aura plein de monde, il y aura Tali, Xano, ils viennent pas, mais je crois qu'ils viendront peut-être en virtuel et ouais, on aura pas mal de monde, d'acteurs du no-code, donc on se retrouvera la semaine pro, à Génial. Barcelone. En tout cas, ciao Merci tout tout le le monde, monde. passez une bonne semaine. Ciao. Salut, à bientôt. Ciao.